Ah, la rupture conventionnelle. C'est un terme qu'on entend de plus en plus dès qu'on parle de quitter un CDI en France. Mais qu'est-ce que c'est au fond, cette fameuse sortie négociée, cette espèce de troisième voie entre la démission et le licenciement? Alors on va décortiquer ensemble ce mécanisme pour en voir les avantages, mais aussi les pièges à éviter. C'est parti! Quand on arrive au point de vouloir quitter son CDI, on a souvent l'impression d'être face à un choix un peu binaire. D'un côté, la démission, où l'on part de sa propre volonté, mais souvent sans filet de sécurité. De l'autre, le licenciement, qui est une décision qu'on subit. Mais est-ce qu'il n'existerait pas une autre solution, une sortie par le haut, négociée, qui permettrait de se séparer en bons termes? Eh bien oui, cette troisième voie existe, et c'est la rupture conventionnelle. Et quand on regarde ce tableau, on voit bien qu'elle est à part. L'initiative, c'est un commun accord. Le motif, il n'y en a pas besoin, aucune justification à donner. Et surtout, le point qui change absolument tout par rapport à une démission, elle donne droit aux allocations chômage. C'est vraiment la voie de l'équilibre. Alors, voilà notre feuille de route pour tout comprendre. On commence par les bases, c'est quoi exactement? Ensuite, on plonge dans le concret avec la procédure pas à pas. On parlera argent, bien sûr, et des droits qui vont avec. Puis on verra les points d'attention, les situations un peu tendues, et on finira avec les clés pour que tout se passe au mieux. Allez, on attaque avec la première partie. Revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme de rupture conventionnelle? La définition officielle est assez simple, mais il y a une expression qui est la clé de voûte de tout le système, commun accord. Ça veut dire que ce n'est pas une décision imposée. Ce n'est ni le salarié ni l'employeur qui décide seul. Non, c'est un terrain d'entente. C'est le fondement même de la procédure. Et cet accord, il repose sur 3 piliers vraiment solides. Le premier, c'est le consentement mutuel, qui doit être libre et éclairé. Pas de pression. Le deuxième, c'est la liberté de négocier. On peut discuter de la date de départ, du montant de l'indemnité. Et enfin, le troisième pilier, c'est une validation administrative, un tampon officiel de la DRS, l'inspection du travail en gros, qui vérifie que tout a été fait dans les règles de l'art. C'est un vrai garde-fou. Ok, maintenant qu'on a les grands principes, passons à la pratique. Comment ça se déroule concrètement? Et il faut bien écouter, car c'est un processus qui est très encadré. Voilà le chemin à suivre en 5 étapes clés. Tout part d'une idée, l'initiative, qui peut venir de l'un ou de l'autre. S'ensuivent des discussions, au moins un entretien, puis vient la signature de la convention, un temps de réflexion obligatoire, et enfin la validation finale de l'administration. On va zoomer sur les moments les plus importants. L'entretien, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est là que tout se joue. Il y en a au moins un d'obligatoire. C'est le moment où l'on met les choses sur la table et où l'on discute des conditions du départ, la date de fin de contrat et bien sûr le montant de l'indemnité. C'est le temps de la négociation. Une fois que la convention est signée par les deux parties, on pourrait croire que c'est fini. Eh bien, pas du tout. La loi a prévu une protection essentielle, une sorte de période de refroidissement pour être sûr de sa décision. Et pour ça, il y a un chiffre à retenir. 15. 15 jours calendaires. C'est le délai qui commence le lendemain de la signature, pendant lequel l'employeur, comme le salarié, peuvent changer d'avis. Et ce, sans avoir à donner la moindre justification. Une simple lettre recommandée suffit pour tout annuler. C'est une garantie fondamentale pour s'assurer que personne n'a signé sous la pression. Bon, maintenant, abordons le sujet qui intéresse beaucoup de monde. L'argent. Le nerf de la guerre. Quelle compensation financière et surtout, quels sont les droits qui en découlent? C'est la question centrale. On sait qu'une indemnité doit obligatoirement être versée. Mais sur quelle base est-ce qu'on la calcule? Comment son montant est-il fixé? Alors, la loi fixe un plancher, un montant minimum en dessous duquel il est interdit de descendre. Ce montant est calculé en fonction de l'ancienneté et du salaire. Mais, et c'est tout l'intérêt de la négociation, ce n'est qu'un minimum. Tout ce qui est au-dessus est négociable. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Pour un salaire de 2 400 € par mois et 5 ans d'ancienneté, le calcul est assez simple. On prend un quart du salaire, ce qui fait 600 €, on multiplie ce montant par les 5 années d'ancienneté et on arrive à 3 000 €. Ça, c'est l'indemnité minimale légale, le point de départ de la discussion. Et on en arrive à ce qui est sans doute l'avantage majeur par rapport à une démission. C'est le fait que la rupture conventionnelle ouvre droit aux allocations chômage. Pourquoi? Parce que pour France Travail, elle est considérée comme une perte involontaire d'emploi. Et ça, c'est un filet de sécurité qui change absolument tout. Mais attention, tout n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Une rupture, même si on l'appelle conventionnelle, peut parfois survenir dans un contexte assez tendu. Alors que se passe-t-il dans ces cas-là? On peut logiquement se poser la question, si le principe, c'est un accord à l'amiable, est-ce que ça peut encore fonctionner quand il y a un conflit, un vrai différend entre le salarié et son employeur?
Eh bien, la justice est très claire sur ce point. Oui, c'est possible. Un simple désaccord n'empêche pas de trouver un accord pour se séparer. La jurisprudence le confirme régulièrement. Mais attention, il y a une ligne rouge à ne jamais, jamais franchir. Et cette ligne rouge, c'est la différence fondamentale entre un désaccord et ce que le droit appelle un consentement vicié. Un désaccord sur les objectifs, sur l'organisation, ça arrive. Mais un accord qui serait obtenu sous la pression, par du harcèlement ou des menaces, là, le consentement n'est plus libre. Et si c'est le cas, la rupture peut être purement et simplement annulée par un juge. Alors comment faire en sorte que tout se passe bien? Comment s'assurer que la procédure soit sécurisée et que l'accord final soit solide comme un roc pour les deux parties? La recette d'une rupture réussie, elle tient en quelques points de bon sens. Il faut prendre le temps, avec plusieurs entretiens, pour bien montrer qu'il y a eu une vraie négociation, tout mettre par écrit, être ultra rigoureux sur les délais, chaque étape bien respectée, c'est comme une brique qui vient solidifier l'accord. C'est la meilleure assurance contre une éventuelle contestation. Au final, on voit bien que la rupture conventionnelle est un outil puissant et flexible. Mais sa valeur dépend vraiment de l'intention des personnes qui l'utilisent. La question qu'il faut toujours garder en tête, c'est celle-ci. Est-on face à un vrai accord gagnant-gagnant ou est-ce que c'est une façon un peu habile de déguiser un licenciement? De la réponse à cette question dépend toute la validité et finalement toute la légitimité de la procédure.